Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yves Guéniou. Thème de l'émission, Vendy, l'art en héritage. Vendy, nom d'artiste d'Yves. Donc, la famille Guéniou, il y a donc Claude, le père de Yves, qui était musicien et peintre. Il y a Claude, qui est peintre. Et sa fille Diane, qui fait du tissu avec des peintures dessus, je crois. Ou... Des tissus peints, oui, des tissus coloriés. Donc c'est vraiment l'art en héritage. C'est l'art qui a été transmis par le papa, là, d'abord, au départ. D'abord, oui, puisque lui, on peut faire un peu l'histoire. On peut faire un peu l'histoire, parce que c'est très intéressant. En fait, la raison de cette exposition, c'est mon père a eu une rue, en fait, au Havre, il y a 2 ans, pour ses 100 ans. Donc, il est né en 1924. Et donc, ça m'a donné l'idée de ressortir son œuvre et de la mettre au milieu de notre famille dans l'héritage, dans la généalogie, on va dire, de cette histoire de famille d'artistes. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née l'exposition qui commence le 3 juillet à l'abbaye de Montivilliers, à côté du Havre. Donc, une abbaye qui date très ancienne, on va dire. 7e siècle. 7e siècle, et qui a été rénovée et qui a eu des lieux d'exposition extraordinaires. Et donc, nous allons exposer, nous les 3, dont mon père décédé. Donc, l'exposition familiale. L'exposition familiale, oui. Et qui en a eu l'idée? Enfin, c'est venu comment? C'est venu suite à cette rue qui a été inaugurée en 2024, 100 ans après sa mort. D'accord. Voilà. Et donc lui, son histoire, elle commence effectivement par... 100 ans après sa naissance. 100 ans après sa naissance. Oui. 2024. La rue a été inaugurée. Voilà. Ouais. Et donc, nous avons été accompagnés par la ville du Havre, par les élus de la ville du Havre, qui ont bien... Donc, une rue est inaugurée à son... Voilà. À son nom. Ouais. À son nom. Il faisait partie des artistes de la génération de l'après-guerre, des années 60, voilà, où il y a eu effectivement une espèce d'école du Havre. Et il faisait partie, c'était un des membres très éminents, on va dire, à l'époque. Il était un des férus de ce groupe d'artistes. D'accord. Et donc, c'est une exposition qui est en parallèle avec une exposition de Claude Monet. Exactement. En parallèle, si on peut dire. Disons que nous lançons, nous, la famille Guéniou, un défi, je m'amuse en disant ça, à Claude Monet, la date de notre expo, et la date d'expo au MUMA, c'est 100 ans après la mort de Monet, 1926. Ouais. Et donc, on montre que la peinture n'est pas morte au Havre, que la peinture... les arts et la peinture, entre autres, ne sont pas morts et ils sont toujours très vivants. Dans cette ville, voilà, c'est une ville quand même qui inspire les artistes. C'est-à-dire que le Havre est une ville de lumière, Moi, j'adore le Havre parce que c'est pour ça que je n'ai pas été à Paris. J'aurais pu aller à Paris, faire ma carrière à Paris, mais je suis resté au Havre parce qu'il y a une telle relation à la lumière que forcément, on est vraiment attiré par ça. Franchement. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de peintres qui sont venus exercer leur talent, leur art. Oui. Au Havre, à Honfleur en face aussi. Honfleur, il y a Eugène Boudin aussi. Il y a eu Boudin, il y a eu ensuite. Monet, moi, j'habite une maison où Corot est venu habiter cette maison. Rien quoi. Dans les années 1840. Il y avait un village de pêcheurs et à l'époque, Corot est venu aussi. Et la maison n'a pas été détruite pendant la guerre? Non, c'était une des seules maisons. C'était la première maison du quartier où je suis et donc Corot a peint dans cette maison. Voilà. C'est incroyable ça. Voilà. Corot qui peignait en extérieur avec son grand parasol. Oui, Corot était toujours dans la nature, toujours dans la nature. Oui. Et donc on est marqué dans cette zone par des artistes quand même. Peintres, beaucoup. C'est vrai que ils ont été inspirés par cette lumière, parce qu'en fait, le Havre, c'est une zone qui regarde le sud, et au sud du Havre, c'est la Seine qui passe, et la Seine, donc, les éclairages, finalement, du matin au soir, le soleil décrit toute la courbe au-dessus de la baie. D'accord. Et donc, on a des éclairages,
relayées par la mer, les brumes de l'estuaire, etc., qui sont quand même très porteurs d'inspiration, de couleurs, c'est Et extraordinaire. tous les jours. Tous les jours, c'est une variation absolument phénoménale. Ah, ça doit être intéressant. Et donc, toute l'année, ça varie. Moi, je suis très sensible à ça, les saisons, etc., Donc, les vous êtes variations de la lumière. Un peintre de la lumière. Oui, lumière-couleur. Lumière-couleur, moi, je suis lumière-couleur. Du soleil qui se couche au soleil qui se lève. C'est ça. Et il y a de quoi faire, Donc, moi, j'aurais aimé qu'un jour, il y ait une espèce de prix, un peu comme la Villa Médicis, quoi. C'est-à-dire un pôle où les jeunes pourraient venir, effectivement, apprécier cette lumière. La lumière, c'est un des fondements de la peinture. La lumière. Oui, la lumière. Turner. Oui, Turner. La couleur, la lumière, c'est fabuleux. Ouais. Et donc, je pense que si on arrivait à faire ça un jour, une résidence d'artistes, ça va peut-être se faire. Ça va peut-être se faire. Ça s'est pas fait encore? Il n'y a pas de résidence d'artistes? Non, on a créé, parce que j'ai participé aussi avec des amis, à la création de ce qu'on appelle l'espace Claude Monet à Sainte-Adresse. Parce qu'en fait, on ne parlait pas beaucoup de Claude Monet il y a 50 ans. Hein. Ah non. On ne parlait pas beaucoup. Donc là, maintenant, évidemment, c'est la grande star. C'est la star internationale. C'est international. Et c'est vrai que moi, j'étais un de ceux qui effectivement, voulait que cette histoire continue. Et je dois préciser, chères auditrices, chers auditeurs, que Yves Guéniou vient du Havre spécialement pour l'émission. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Merci encore. Hein, merci de m'accueillir aussi, parce que c'est vraiment une chance pour cette exposition, pour la peinture et pour le Havre. Merci. Et alors, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance quand votre père peignait? Enfin, je veux dire, vous êtes attiré par la peinture par rapport à votre père, en fait, au départ? Mon père, donc en revenant à l'histoire, donc il était d'abord violoncelliste. Hein, il a commencé le violoncelle à 9 ans, donc en 32, voilà. Et donc il a ensuite été soliste de l'Orchestre du Havre, puisqu'il a joué à Paris en 1937, à l'Exposition universelle de 1937. Donc il avait 12-13 ans. Et donc moi j'ai toutes ces partitions, il y avait toutes les partitions possibles. Vous avez encore? Oui, je les ai encore, les partitions inimaginables de tout ce qu'il avait. Et puis malheureusement, comme il était malade, il était officier mécanicien ensuite, hein, et puis ensuite il est tombé malade, et il n'a pas pu continuer la violoncelle, donc il est devenu peintre à partir de 47, par là, 45-47. Ouais, d'accord. Et donc moi, j'ai enchaîné, effectivement, à partir de cette relation avec l'art qui a été très importante dans la maison, évidemment, hein, la peinture. Et donc, il a créé un atelier en 64, et moi j'ai travaillé dans l'atelier à partir de là. Donc je suis tombé dans la peinture, je dirais, en 64-65. Très jeune. Mais j'allais à Paris avec lui, j'allais voir les expos, j'ai vu les grandes toiles de Picasso, j'ai vu les grandes toiles de Bernard Buffet, j'ai vu tout ça. Hein. Des trucs, à Paris, il y avait une vie d'artiste dans ces années-là assez extraordinaire. Hein. Ouais, c'était des traits... Ça bougeait beaucoup, quoi, en fait. Il y avait une animation, il y avait une ferveur. Une émulsion culturelle. Une émulsion, voilà, le mot est bon. Émulsion. Émulsion. Et j'étais dans cette émulsion, c'était un peu... Après, il y a eu les Beatles, évidemment, à 64-65, mais il y avait cette émulsion picturale qui était très forte. Bernard Buffet, entre autres. Je connais bien. Et beaucoup d'autres, Carzou, enfin voilà, tous ces gens-là, des grands dessinateurs, Commère aussi, enfin, j'ai connu tous ces peintres-là à travers mon père. Pour parler de Bernard Buffet, j'ai une petite anecdote, parce que je dis je connais bien, parce qu'en fait, en Lorraine, il y a un village qui s'appelle Vionville, qui est à 20 km de Metz. Et il y avait, après la guerre, il y a un couple de Parisiens qui ont acheté une vieille ferme dans ce village. Et ce couple de Parisiens ont fait une galerie de peinture. Grande galerie de peinture qui était très connue dans toute la France. Hein. Et ils étaient très amis avec Bernard Buffet, donc ils exposaient beaucoup de Bernard Buffet. Oui. Donc c'est comme ça que... C'était mon idole, Bernard Buffet, parce que d'abord il avait réussi. C'était un peu comme les Beatles dans la musique, c'était un artiste qui avait réussi jeune.
Oui, oui. Et donc, Et qui a persévéré. et qui a persévéré et qui était très très actif. Voilà. Donc c'était une idole de ma jeunesse et de mon père aussi, parce que les artistes aussi étaient tous inspirés par ce graphisme, ce côté graphique. Ouais, très géométrique, hein, quand même. Oui, très graphique, très noir et blanc, très voilà. Bon. Il disait l'essentiel. Oui. Est-ce qu'on dit l'essentiel dans noir et blanc? Ah ben pour moi oui, le noir et blanc c'est très important. Hein. Les contrastes, les nuances, les tons, parce que la couleur, ça se conjugue à l'infini, hein, à l'infini. C'est absolument fabuleux. Les deux sont fabuleux. Les tons, ça dépend ce qu'on recherche. Les tons et la couleur, donc le noir et blanc, du noir et blanc jusqu'à toute la gamme, c'est absolument énorme. Mais ça dépend ce qu'on recherche en fait. Ben, disons qu'on est aussi poussé par cette relation avec la couleur. C'est-à-dire c'est la vibration finalement qui nous domine. Hein. Moi j'ai fait des séries en fait, j'ai fait toute la gamme. Moi j'ai fait toute la gamme. Donc j'ai fait des gammes de rouge, des gammes de bleu, des gammes de violet, enfin toute la gamme, des gammes de jaune, des gammes de vert, des gammes de... J'ai fait même une série noire. Ma série noire, c'était après la mort de John Lennon. 1980. Et j'ai fait une expo où j'ai rien vendu d'ailleurs. Une catastrophe dans le milieu de l'art. Ça a été ma série noire, j'ai fait des danseurs noirs, j'ai fait des choses comme ça. C'était 81 par là, 81. John Lennon, c'est... Imagine. Ça a été un grand moment, assez triste quand même, oui. C'était triste, hein, oui, surtout, très triste. Bon, déjà, là, sa mort, les conditions, et puis pourquoi, pour rien. Oui, on ne sait pas bien. Parce que, apparemment, c'est quelqu'un qui voulait un autographe, ou je sais pas, il lui a pas donné. Enfin, bon, oui, c'est ça. Et c'est vrai que les années 60 ont été un virage aussi pour la peinture. Ça, avant la Alors, quel est le virage de la peinture dans les années 60 c'est qu'il y a eu des... Alors, il y a eu Sgt Pepper, hein, les Beatles, bien sûr. Sgt Pepper, ouais. La couleur de ces années pop. Mais sur le plan pictural, il y a eu l'arrivée, justement, on a commencé à reconnaître des gens comme Bonnard, des gens comme Matisse, qui n'étaient pas très connus, parce qu'ils étaient morts, mettons, 12 ans avant. Hein, Bonnard, 47. Et donc, on a commencé à les exposer. Moi, j'étais à Paris, à l'Orangerie des Tuileries. Ils n'étaient pas exposés avant ? On les connaissait pas bien. Bonnard, on connaissait pas bien. Et donc, j'ai vu une expo avec mon père en 67, 68, inaugurée par Malraux à l'époque. Et donc, c'était les premières expos où on a pu voir ces artistes-là. D'accord. Et donc, ça a été un moment de bascule parce qu'on est revenu à quelque chose de... Moi, j'appelle ça les peintres du bonheur, quoi. Une espèce de bonheur de vivre. Parce que la couleur, c'est aussi ça, c'est aussi le bonheur. C'était aussi l'époque aussi, où il y avait la joie de vivre, en fait. Oui, il y avait... Dans cette époque-là, des années 60, 70, c'était... dans tous les domaines, c'était... Il y avait du travail pour tout le monde, les gens... C'était la grande époque, là. Les gens se consacraient à leurs loisirs, loisirs d'artistique, sportifs, enfin voilà. Il y avait un espoir. Il y avait un espoir, il y avait un avenir. Oui. Il y avait un avenir, on voyait un avenir. Oui, on était ouvert à un avenir. Et puis après, c'est la suite. Hein. Ça n'a pas été du même taux. C'est pas ce qui s'est passé par la suite. Hein. C'est le basculement, c'est surtout, je pense, moi personnellement, je pense que c'est plutôt 1989-90. C'est-à-dire quand on a... On commencé à fermer les usines. Oui, mais quand déjà il y a eu le début de mondialisation, il y a eu l'Europe, il a fallu reconstruire. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et qui c'est qui a payé ? C'est les Français. Et donc les gens achetaient de la peinture, ils en ont acheté encore, bien sûr, mais moins. Et avec moins d'ardeur. Et en fait, après, les enfants de ces personnes qui achetaient des peintures, qui achetaient de l'art, sculpture, peinture ou autre, hein, mais les générations qui ont suivi ont perdu ça. Puis l'argent s'est déplacé ailleurs, en fait. Oui, puis après, il y a eu... il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Après, il y a l'arrivée des ordinateurs, de tout ce qui est numérique, etc. Donc, on a perdu un peu le fil conducteur de l'art. On a perdu le goût de l'art. Et on a perdu la raison de l'art. La raison de l'art, comme la raison de la musique. C'est quoi ?
avoir une relation d'abord personnelle avec une œuvre. C'est-à-dire, C'est ça le lien fort d'un collectionneur, déjà d'un artiste qui fait sa toile, qui fait son dessin, sa peinture, enfin son encre de Chine ou voilà ou une autre œuvre, l'aquarelle. Et il a d'abord ce lien qui est indéfectible, quoi, qui peut pas. Il y a un fil, il y a un Il fil. y a un fil Pour ça conducteur que cette entre expo, l'artiste et son œuvre. Et après, Oui. il veut faire partager son œuvre avec d'autres. C'est ça. Et c'est là où est le problème. Mais il faut qu'il y ait un fil quand même. Il faut qu'il y ait un lien. Oui, mais les gens qui sont sensibles à l'art, il y a eu une époque où les gens étaient beaucoup plus sensibles à l'art que maintenant, peut-être, non? Ben là, il y a beaucoup quand même je dirais, de dispersion d'intérêt avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Donc, les gens sont bourrés d'images. Mais ils ont plus cette relation... Ils ont plus une analyse intellectuelle. Tranquille, je dirais. Tranquille. Voilà, et puis tranquille, et puis d'analyser ce que cette œuvre d'art peut apporter au collectionneur. Enfin, Mais c'est pareil pour la musique, c'est-à-dire que les gens zappent beaucoup. Ils n'ont plus le temps. Une peinture, ça se regarde longtemps, ça s'analyse, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans l'œuvre. Moi, tel que je conçois la peinture, c'est des chemins dans une structure, il y a le chemin de la perspective, mais il y a des perspectives. Il y a ce fameux quadrivium d'Aristote et de Pythagore, hein, c'est de la géométrie, c'est de l'arithmétique. Moi, tout ça, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est effectivement ça qui fait qu'il y a des vibrations. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un triangle dans une partie de la toile, vous allez retrouver le triangle à différents angles de la toile, et ça va vous donner... vibrer. Ça fait vibrer cette toile. Enfin, ça peut être triangle, ça peut être tous les... Kandinsky. Oui. C'est peinture sur la musique. Oui, parce que moi je reste plutôt figuratif, je reste plutôt lié à la nature. La nature nous enseigne tellement de choses que... On est complètement... Enfin bon, moi je reste plus naturaliste. Même Kandinsky, il a été naturaliste d'ailleurs. Oui, il a été naturaliste. Il a été naturaliste. Mais bon, à l'époque, il y a eu peut-être des influences aussi de la destruction des guerres, etc. Il y a aussi l'histoire qui fait l'art. Hein. C'est-à-dire que quand on vit des périodes de grande destruction, on est aussi, en tant qu'artiste, soumis à ça. Alors, en fait, il y avait Marcel Duchamp qui a peint jusqu'à l'âge de 25 ans, je crois dire... Et qui disait bon, l'art est mort à l'époque quand c'est lui qui disait ça. Après c'était un très grand joueur d'échecs et Marcel Duchamp a fait des peintures figuratives pendant quelques temps, et puis après il a fait Cérélimène et puis c'est après il a arrêté quoi. Toute forme d'art il était joueur d'échecs. Oui, il y a eu une espèce de fin de l'art. Mais même Bonnard disait qu'il n'y avait aucun espoir. Parce qu'il y a toujours autant d'artistes. Il y a de plus en plus d'artistes. Oui, mais alors, des artistes qui... Après, l'essentiel, c'est de faire. Mais après, il faut faire transmettre un message. C'est ça, la difficulté. Et puis, l'artiste doit avoir son chemin par rapport à cette fameuse complexité naturelle, je dirais, les triangles, les rythmes, les nombres. Il doit avoir son chemin là-dedans, l'artiste. C'est ça. L'art, c'est ça, c'est des séries aussi, comme a fait Monet. Hein. Monet a fait des séries, mais Bonnard a fait des séries, Matisse a fait des séries. Tous ces grands artistes ont fait des séries, il faut approfondir telle ou telle vibration, telle ou telle couleur, telle ou telle... Voilà, etc. C'est un travail de musicien aussi. Je crois que c'est Matisse qui disait ça, c'est de la musique. Mais Matisse, il me semble qu'il était musicien aussi, hein. C'est pas du violon, Matisse? Peut-être, oui. Peut-être, il me semble. Peut-être. Hein. Mais donc Claude Monet, donc vous faites cette exposition. Donc l'exposition de Claude Monet, elle a lieu au MUMA. Donc le MUMA, c'est le musée d'art moderne André Malraux, qui est au Havre. Qui est au Havre, oui. Qui a été inauguré par André Malraux. Inauguré par André Malraux. J'étais présent ce jour-là avec mon père. Voilà, c'était en 61, je crois. Ah oui. Si mes souvenirs sont bons, 61. Mais c'était un grand moment, oui, un grand moment pour le Havre. C'était la fin de la reconstruction et notre musée originel avait été détruit, effectivement. Et donc, pendant la guerre. Pendant la guerre. Et donc, cette reconstruction, ça a été le début d'un renouveau pour renouveau pour le Havre. Oui. Nous avons exposé au MUMA. Moi, j'ai exposé au MUMA. Ah bon? Avec des artistes havrais, avec d'autres artistes. C'est réservé que pour les artistes havrais?
Ah non, 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 après, maintenant, la politique a changé, c'est-à-dire qu'on fait des grandes expos, on a eu la chance d'avoir des donations aussi artistes, de collectionneurs, grâce à Antoine Ruffnac, qui était le maire du Havre à partir de 95. Et donc, on a eu des dons, des donations, des choses comme ça. Donc, ça a enrichi ce musée et qui continue qui est un peu petit peut-être, mais bon, qui est C'est un quand musée même... aux parois de verre, c'est ça? C'est ça, transparent. Donc, Transparent. on Donc la lumière rentre bien. Oui, on valorise... Traverse, en fait. C'est ça, on valorise cette relation à l'environnement, qui est Par rapport Voilà, c'est ça, c'est à valorisé. l'impressionnisme, peut-être? Oui, ou... c'est ça, c'est valorisé par rapport à ça, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est les impressionnistes, quand même, qui ont beaucoup œuvré là-bas, quoi. Bah, ça a été le moment de gloire du Havre, c'est Claude Monet. Hein, c'est Claude Monet, Impression Soleil Levant, ça a été fait là-bas. Ça a été peint le 13 novembre, jour de mon anniversaire. 80 ans avant ma naissance. 1874. 1872. 72. 80 ans avant. 1872. Parce que Claude Monet est né le 14 novembre. Et donc, il a peint le 13 novembre. Et il a peint le jour de mon anniversaire. Donc la veille, en fait. La veille, il a peint cette toile qui a donné Et l'impressionnisme. c'est un journaliste qui s'appelait Leroy qui a donné cette impression. Bah oui, oui. C'est là qu'est né le mot impressionnisme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est parce qu'il a dit c'est l'impression du soleil. J'adore Monet et je trouve qu'effectivement, il a remis l'artiste dans la nature, parce qu'on peut pas dire, il n'y a pas plus grand artiste en lien avec la nature que lui. C'est une... Bon, évidemment, il a beaucoup travaillé, c'était un artiste qui avait besoin de vivre, hein, donc il a fabriqué des séries. Il a fait des séries avec les meules. Il a fait des séries avec les peupliers, les meules, les bords de Seine, la cathédrale de Rouen, enfin bon, bref. Vu à différentes heures du jour, c'est vraiment avec le soleil qui tombe. Un très gros travailleur, hein. Puis en plus, après les nymphéas, pour finir. Sachant qu'il a terminé sa vie quand même avec des problèmes... aveugle à moitié, aveugle il ne voyait plus grand-chose. Il avait une cataracte. Mais il fréquentait Bonnard, c'est-à-dire que Bonnard était à côté à Vernon, là. Ouais. Et lui, il était à Giverny. Ouais. Voilà. J'ai visité le jardin de Giverny de Claude Monet. Donc ils se voyaient, ils mangeaient ensemble. Sacré jardin quand même. Hein, impressionnant. Il aimait bien la nature, quoi. Il aimait bien les fleurs, beaucoup les fleurs. Et c'était un très bon portraitiste aussi. Hein. Très bon aussi, oui. Très bon portraitiste. Oui. Hein. Il a fait aussi un déjeuner sur l'herbe. Ouais. Manet a fait un déjeuner sur l'herbe et Monet aussi. Oui. Il fait tous les deux un déjeuner sur l'herbe. Enfin, cette relation à la nature est quand même très importante, je pense. Moi, ça me continue de m'inspirer. Et on n'est pas grand-chose face à ces variations énormes, fabuleuses. Donc, en fait, cette exposition qui a lieu à l'abbaye de Montivilliers, donc Montivilliers, c'est à côté du Havre ? Oui, c'était avant le Havre, puisque cette abbaye est née bien avant le Havre. Bien avant le Havre. D'accord, ouais. Et donc là, c'est du 4 juillet au 30 août. Donc, il y a votre père, il y aura des toiles de votre père. Oui. De vous. Une quarantaine de toiles de mon père. Et de votre fille. Oui, moi aussi, 40, 50, peut-être un peu plus que mon père. Et puis ma fille, des éléments de tenture, de tissus, de vêtements, d'objets. Voilà, donc c'est toute une histoire. Donc elle peint sur le tissu, votre fille. Elle colorie les tissus avec des couleurs qui sont un peu justement des couleurs. Vous voyez, c'est elle qui a fait la couverture du livre, là, l'art. Donc ça, c'est le livre pour l'exposition. C'est le livre pour l'exposition, l'art en héritage. Donc c'est elle qui a fait ça. Voilà, c'est des couleurs. Elle est bon. Évidemment, c'est pas facile de faire une couverture et c'est pas facile de la reproduire. Mais bon, c'est des couleurs bien fondues, hein, qui vont avec la nature aussi. Elle a voulu faire quelque chose qui va avec la nature, avec le monde des rythmes de la nature, le monde des... Voilà. Donc elle a été élevée aussi dans le monde de l'art, en fait. Ah oui, bien sûr. Elle était toute petite, elle était vraiment déjà... elle avait une manière de regarder, de faire des dessins d'enfants qui était particulièrement... C'est beau, les dessins d'enfants. Particulièrement, je dirais, structurés dans un espace. Et donc, c'était déjà assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, son truc, c'est le corps, la peau, en relation avec le vêtement, justement le tissu, en relation avec, comme expression finalement, de l'homme dans l'environnement, dans un environnement.
avec son histoire. Mais c'est un peu ce que nous, en tant qu'artiste, enfin moi, en tant qu'artiste, quand on peint un personnage, il est forcément dans cet environnement. C'est des formes qui résonnent les unes avec les autres, quoi. C'est ça. Bon, c'est un peu ce qu'elle fait aussi dans son genre à elle. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, l'abbaye de Montivilliers, donc vous y avez exposé. C'est la première fois que vous y exposez ? Non, j'ai fait une grande expo pour mes 50 ans de peinture. 50 ans de peinture. Oui, et c'était il y a 10 ans. Donc là, maintenant, ça fait 60 ans. Là, ça fait 60 ans, oui, ça fait 60 ans de peinture. Et puis j'ai exposé avec le Cercle des artistes Havrais plusieurs fois. On a fait des expositions justement dans le cadre de Normandie Impressionnisme. On a fait une exposition sur l'estacade de Sainte-Adresse, parce que ça c'est un monument historique de Sainte-Adresse. C'était cette estacade peinte par pas mal d'artistes qui va vers la mer, là, voilà. Et donc j'ai beaucoup moi aussi peint aussi, hein, voilà. Et puis on a fait une exposition sur l'arc-en-ciel, c'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cette abbaye. Et on a fait aussi, donc en hommage aussi à Claude Monet, j'avais fait une série de cathédrales à l'époque, plusieurs cathédrales à différentes heures du jour. Vous peignez dehors ? J'ai peint dans l'atelier de Claude Monet devant la cathédrale de Rouen. Voilà. Et donc, j'ai ma petite série de cathédrales aussi. Mais vous peignez dehors ? Vous peignez dans la nature ? Ah oui. Vous mettez votre chevalet ? Oui, j'ai amené tout dans l'atelier où Monet a fait ses cathédrales. Oui, j'étais avec mes pinceaux. Oui, mais vous allez dehors ? Enfin, je veux dire... Oui, ça m'arrive, oui. J'ai fait des toiles chez Bonnard aussi. J'ai été chez Bonnard, dans sa villa, côté de Vernon, là, voilà. Ça fait quoi ? La roulotte. Ça fait quoi de peindre dans l'atelier où c'est des très, grands peintres Oui, c'est Est-ce que vous rentrez dans l'intimité du peintre ? Ah ben Est-ce déjà, que vous rentrez dans je me sens assez proche de Bonnard et c'est vrai que quand j'ai fait ça, effectivement, on vit dans le lieu où... Ouais, mais ça... Est-ce qu'il y a une... comment dire... quand vous peignez, par exemple, vous avez peint chez là où a vécu Bonnard, en fait. Hein, oui. Et si vous peignez la même toile chez vous et dans l'atelier de Bonnard, est-ce que ça va être différent ? Est-ce que votre interprétation de votre œuvre va être différente ? Non, ça restera du Vendy, hein, mais avec effectivement l'influence puis le regard comparatif, on va dire, oui, avec on a l'impression qu'il vous surveille ? Et qu'il n'est pas loin. Qu'il n'est pas loin. Oui. On pourrait le voir comme ça, en fait. Oui, bah... Moi, j'ai connu, parce que finalement, j'ai eu le prix Friès à Paris en 73, donc c'était un prix qui était donné par justement des gens qui avaient connu Bonnard. C'est-à-dire, c'est des gens qui... Donc, j'ai fréquenté les peintres parisiens à partir de ce moment-là. Ces peintres qui avaient connu Bonnard, il y avait effectivement Cavaillès, il y avait Saboureau, il y avait Le Gueux, il y avait des gens comme ça, tout un tas d'artistes. Et donc, c'est vrai que je m'inscris dans cette lignée-là, quoi, voilà. Cette lignée d'artistes qui mériteraient d'être mieux connus, finalement. Mais qui, depuis, je dirais, l'envahissement un petit peu, depuis Beaubourg, on va dire, l'envahissement, le mot est un peu excessif, mais je dirais la pénétration des artistes américains, qui autrefois, nous étions, nous les Français, en pole position. C'est un peu comme une course automobile. On était... Dans la peinture ? Oui. Dans quelle on était reconnus comme un centre artistique. Oui, voilà. Parce que beaucoup de peintres étrangers sont venus en France, justement pour exprimer leur art. C'est ça. Et à au partir bateau de Lavoir, par exemple au bateau Lavoir. C'était un centre européen surtout. Voilà, c'est européen. À partir de Beaubourg, la Grande Chaumière. À partir de Beaubourg, on a eu vraiment beaucoup de relations avec l'étranger, quoi. Avec Pompidou. C'était le souhait de Pompidou. Le souhait de Pompidou, de Giscard. Et donc, on a eu... certains artistes français étaient vraiment en opposition avec cette dynamique. Mais c'était l'histoire, et on a été peu à peu... on a rapetissé dans l'influence, je dirais, des artistes français. D'accord. Ouais.
Et voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Mais ces artistes donc, que j'ai connus, moi, à partir des années 70, mériteraient d'être un peu mieux connus. Voilà. On les a oubliés un peu. On Ouais. les a un peu oubliés. Oui, c'est un Voilà. destin qui Ça, l'a c'est voulu comme ça. un vrai sujet. Un vrai sujet. Et Radio Courtoisie nous permet d'exprimer ça, justement, parce que Ah je oui, trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on puisse dire ça, sans être taxé de rétrograde, réactionnaire, Il faut le dire, oui, bien sûr, parce que ça existe, parce que c'est vrai, en fait. Il faut dire la vérité aussi. Il faut dire l'état des lieux. L'état des lieux. Ouais. L'état des lieux de ce qui s'est passé dans l'histoire de la France, quoi. Voilà. Et alors, comment vous percevez, vous, c'est intéressant parce que comment vous percevez de votre entourage? Bon, votre entourage immédiat, c'est des artistes, d'après ce que je comprends. Oui. La famille, c'est des artistes. Oui, votre fille, vous, bon, votre père. Mais votre entourage, les connaissances que vous avez, que vous connaissez autour de vous, est-ce qu'ils partagent votre point de vue au niveau de l'art, ou est-ce que l'art, pour eux, ça ne les intéresse pas, ou Ça intéresse de moins en moins, compte tenu des environnements internationaux, compte tenu de... Voilà. Bon, les artistes avaient besoin d'être soutenus par des galeristes aussi. Voilà, des galeristes qui étaient des gardiens, je dirais, de notre... C'est les galeristes qui ont fait connaître les artistes. Hein. Oui, c'est un vrai métier, galeriste. Oui, hein. Durand-Ruel, s'il n'y avait pas eu Durand-Ruel, il n'y aurait pas eu Monet. Hein, voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que on a besoin de relations avec un monde sensible à l'art, déjà. Hein, et des galeristes en faisaient partie, ça, c'est sûr. Alors, on parle des galeries. Je vais vous parler de la galerie Matignon, Saint-Honoré, 34 avenue de Matignon. Cette galerie est dirigée par Fabrice. Donc, dans cette galerie, on peut voir du Kisling, du Jean Dufy, Brasilier, Oscar Dominguez, Giorgio Chirico, et des sculptures de Joël Waterken. Donc, il faut les encourager. Il faut le soutenir. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Il faut encourager la galerie Matignon Saint-Honoré dirigée par Fabrice. Voilà. Et il y a aussi d'autres galeries qu'il faut encourager. Mais c'est vrai qu'il faut encourager les galeristes. Ah bah ça c'est sûr. Mais bon, moi j'ai été heureusement soutenu par une grosse galerie de Lille qui s'appelait la galerie Mishkin, et que il est plus sur terre, Mishkin, Raphaël, mais je le remercie de ce qu'il a fait pour moi, parce que ce sont des gens comme ça qui effectivement nous aident à continuer d'avoir un public, d'avoir une relation avec le monde, et de défendre l'art. Et la galerie aussi, alors la galerie Violet, qui est dirigée par Bérangère Violet, 36 rue Jean Giraudoux, 36 180 Appel-Voisin. Et donc la galerie Violet a une particularité, c'était Jacques Violet, qui était un très grand photographe de presse à son époque de jeunesse, qui a fait cette galerie à Appel-Voisin qui est dans l'Indre-et-Loire, autant que je me souvienne. Et donc chez Georges Sand. Pas loin. Voilà, pas loin dans le coin de Georges Sand, oui. Et de Chopin aussi, parce qu'on parlait de la musique, bien sûr. Chopin a fait son prélude, d'ailleurs. Je crois qu'il l'a composé dans la maison de Georges Sand à Nohant. D'accord. Et Delacroix aussi, qui venait chez... Delacroix aussi, qui était un très grand ami de Georges Sand. Hein. Oui. De Chopin aussi. Oui. Hein. Et donc, Bérangère Violet, donc, elle a repris la galerie de son père, qui était un très grand photographe, et il faisait beaucoup de reportages sur les 24 heures du Mans, avec Paul Newman, Steve McQueen, qui étaient des grands coureurs automobiles de l'époque, des grands acteurs aussi. Oui. Et donc, voilà, et il faut soutenir aussi cette galerie qui est dans un petit village de 800 habitants, et chapeau Bérangère. Et il faut surtout souhaiter que le musée d'art moderne expose tous ces artistes français qui n'ont pas été assez connus. Voilà, et tout à fait. Voilà, ça, s'il faut souhaiter ça... Il faut les soutenir. Hein. Il faut les soutenir. Donc, pour soutenir des galeristes, quel message on peut passer au public? C'est ça. Qu'ils réapprennent sûrement il y a un apprentissage, pas seulement avec des écoles de... Pourquoi on a perdu cet apprentissage? On emmène les petits-enfants dans les musées, etc., une fois tous les ans à peu près, mais c'est pas ça qui va suffire. Je crois qu'il faut... Et encore quand on les emmène. Voilà. Parce que ça, c'est pas courant non plus. Hein. Vous allez dans les musées, il n'y a pas beaucoup de petits. Ça arrive, on amène les petits... Mais moi, si j'ai été sensible à la peinture, c'est parce que mon père m'a emmené dans les musées. Voilà, il y a une démarche.
Je connais des gens qui emmènent leurs enfants et ils ont des effets, c'est immédiat. Il y a un effet sur l'enfant. Ah, mais tout à fait. C'est-à-dire que si on l'emmène de manière répétée avec le père, enfin, surtout, c'est pas seulement dans le cadre de l'école, c'est qu'il faut que les parents... Avec les familles, avec la famille. Et il faut absolument que les familles fassent leur ouverture à l'art. Voilà, ça c'est important. Et qu'ils aillent visiter les galeries aussi avec eux, qu'ils aillent discuter avec les artistes. Je crois qu'il faut retrouver cette paisibilité, cette tranquillité de la relation avec l'art, que ce soit par la musique, que ce soit par la peinture, que ce soit par... Voilà, il faut retrouver ce temps de, je dirais, de méditation. Parce que en fait, l'art, peintre, sculpteur, musicien, c'est un vrai métier, quoi. C'est un métier dur. C'est un métier difficile, pas reconnu. Non. Dans la société, c'est pas très reconnu quand même. Bah non, mais même Monet n'était pas reconnu. Hein. C'est grâce à Durand Ruel qu'il a été connu. Hein. Vous savez comment a été connu Van Gogh ? C'est son frère. Non. Oui, c'est une relation avec son frère, mais c'est pas comme ça qu'il a été connu, Van Gogh. Van Gogh, de son vivant, a vendu une seule toile. Oui, je sais bien, très peu. Mais en fait, les toiles de Van Gogh, j'avais déjà expliqué ça une fois, mais les toiles de Van Gogh étaient entreposées dans un garage, une grange, et il y avait plus de 500 toiles qui étaient des dessins, tout. Et c'est la belle-sœur de Van Gogh, c'est-à-dire la femme de son frère Théo, quand les deux, parce que Théo est mort un peu après, et c'est sa femme qui a dit, il faut en faire quelque chose de ces toiles-là. Et elle les a montrées à un collectionneur d'art qui, lui, a tout de suite... flashé sur ce... c'est comme Gauguin, des gens comme Gauguin sont morts dans la misère. Gauguin est parti aux Marquises, il est mort dans la misère. Et c'est des personnes qui étaient sensibles à leur création, qui les ont fait connaître, quoi. Et pourtant, il était dans la banque au départ, Gauguin. Il était dans la banque au départ. Il a tout laissé tomber pour partir artiste. Il a laissé tomber sa femme, etc. Évidemment, ça a été une vie un peu difficile. Mais bon... Ségalen, je ne sais pas si vous connaissez Ségalen, Ségalen a été le voir là-bas, il venait de mourir, je crois. Il n'a pas eu le temps de le voir, je crois. Victor Ségalen, grand écrivain, grand poète, très, très, très branché sur la Chine. D'ailleurs, l'université de Bordeaux s'appelle l'université Victor Ségalen. D'accord, ouais. Et très, très ouvert à l'Asie. Vous aussi ? Moi aussi, très ouvert à l'Asie, oui, très ouvert. Moi aussi. Oui. Ah oui, moi j'ai vraiment... c'était pas du tout dans le domaine artistique, c'est dans le domaine plutôt de la tradition humaniste, philosophique. Mais c'est vrai qu'il y a une grande méconnaissance de l'Asie, de la Chine. Mais la peinture, c'est de la philosophie. Oui, justement, c'est une forme de philosophie, il y a cette relation, même à l'époque de Bonnard, il y a eu ce regard vers l'Asie. Hein. Bonnard était les Nabis, avec ses amis, les Nabis étaient très branchés là-dessus. Hein. Le japonard, on disait, japonard, hein, c'est-à-dire c'est le découpage stylisé un petit peu des corps, un peu comme les estampes japonaises. Et Bonnard s'est inspiré de ça. Et l'art du vide, c'est-à-dire le mot-clé des Chinois, c'est le vide. Le non-être, vous veille en chinois. Le non-être, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'être, c'est le non-être. Qu'est-ce qui fait la vie, c'est la mort. Qu'est-ce qui fait... Voilà, il y a cette espèce de mouvement alternatif qui est dans la peinture. Bien sûr. Les grands artistes, c'est ça. C'est des gens qui intègrent l'aspect non figuratif dans le figuratif. C'est le non-être. C'est le non-être. C'est ce lien avec l'ouverture qu'on peut avoir sur la vie. Et quand on fait du modèle vivant, un modèle pose, voilà, et puis on dessine le modèle vivant, en fait, on dessine sans le savoir, on dessine les vides. Oui, avant de dessiner le plein. C'est très important. Mais oui, très important. Sûr. On dessine le vide. Oui. Et comme disait, c'est Velasquez qui disait, il faut prendre de la distance. C'est-à-dire qu'il faut mettre du vide entre le sujet. Si je vous fais votre portrait, je vais aussi bien faire ce qu'il y a derrière. Voilà. Et c'est ça qui va faire que je vais faire. C'est aussi important. C'est aussi important. Et bien sûr. Les touches de couleur que je vais mettre autour de vous. C'est pas que le visage qui est important. Oui, c'est ça qui va vous mettre dans une dimension de vie. Quoi. Voilà. C'est ce non-être qui est très intéressant chez les Chinois. Et alors, votre père était passionné. Bon, votre père était musicien. Oui. On avait dit. Donc, il était passionné par quel musicien il a interprété quel musicien en favori? J'ai pas très connu. C'est Schumann. Il aimait bien Schumann.
Et il aimait bien Bach, Bach. et puis évidemment les autres. Hein. Mais il ne voulait pas que nous nous lancions dans la musique. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense C'est curieux, ça. il disait que il avait sûrement souffert en tant qu'enfant pour devenir un musicien La doué. musique, c'est très difficile. Il nous a pas enseigné, il nous a pas porté vers la musique. J'ai acheté une guitare une fois dans ma vie. J'ai commencé la guitare. J'aimais beaucoup Segovia, le guitariste extraordinaire. Mais c'est vrai que j'avais une guitare, mais c'est très dur. La guitare, c'est très très Ça dur. fait mal aux doigts. Moi, j'ai essayé, mais c'est pas mon instrument. La peinture me plaît beaucoup plus parce que c'est plus facile. Il suffit de prendre un pinceau et c'est assez facile quand même. Ouais, mais oui, c'est facile. Mais la peinture, ça demande aussi. Si on veut être un bon peintre, il faut être un bon dessinateur, non? Oui, oui. Oui, mais ça vient aussi en travaillant. Mais bon, ça vient. D'abord le C'est dessin. peut-être plus facile que la musique quand même. C'est plus facile que la musique? Oui, parce que, enfin bon, je sais pas, j'ai jamais fait de musique. Hein. Piano, vous avez fait du piano? Ouais, oui. Non, j'ai pas fait, mais j'aime beaucoup les sons musicaux. C'est pour ça que les Beatles ont été pour moi un élément. Ouais. Ah, les Beatles sont arrivés. Très important. Ça a été la nouvelle génération. Hein, c'est les premiers. Bon, il y a les Rolling Stones aussi. Oui, mais les Beatles ont manipulé tous les genres. La musique indienne aussi, parce que George Harrison était quand même celui qui m'a ouvert à l'Orient. C'était la grande époque de Katmandou aussi. Voilà. Enfin, donc, on a été des grands adeptes de tout ça. Enfin bon, moi j'ai lu la Bhagavad Gita, j'avais 20 ans. J'aurais bien aimé aller en Inde. J'allais quand le Tibet a été envahi par Mao Tse-tung en 59. Ouais. On a lu des livres, nous, en 69, 10 ans après. Ça me révoltait de voir ce qui s'est passé au Tibet, par exemple. Mais bon, voilà, c'est devenu... Au contraire, ça nous a accentué notre regard sur ces peuples-là. Mmh. Mais c'est vrai qu'on était très porté vers l'Asie, vers toute cette culture aussi. Hein. Mmh. C'était notre époque. Je vous propose, moi, pour faire honneur à votre père, la première suite pour violoncelle de Bach. Ah ben, il sera content. Hein, il sera content. Oui, oui. Bach. Ouais. On va écouter. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yves Guéniou, thème Vendy, l'art en héritage. Vendy, ça vient c'est Mon père, c'était Claude Guéniou, et il était connu comme peintre. Et donc, quand j'ai commencé, moi, en 64, 65, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, j'ai commencé par signer Yves Guéniou. Et puis, je me suis dit, si tu veux, j'avais déjà l'idée de faire une carrière artistique. Et donc, je me suis dit, il faut que tu trouves un pseudonyme. Et donc, à l'époque, c'était dans les années 65, 66, par là. J'avais comme idole les Beatles, Gandhi et De Gaulle dans mon porte-monnaie. De Gaulle, ouais. J'avais 3 photos. J'avais Gandhi, De Gaulle et les Beatles. Et je me suis dit, tiens, Gandhi, ça c'est pas mal. Et j'ai fait un anagramme entre mon prénom et Gandhi. Et donc, ça a donné Guy Vendy. Le G de début de Gandhi, Yves, et Andy, la fin de Gandhi. Donc, ça faisait Guy Vendy. Je me suis appelé Guy Vendy. Et puis après, le Guy est tombé et c'est devenu Vendy. Voilà. Et donc, j'ai signé Vendy. Voilà l'histoire. Et l'histoire, c'est la première signature de Vendy, ça doit être 66. Ah oui, tout jeune 60 encore. Ans, il y a 60 tout jeune. ans. Oui. C'est comme ça. Voilà, Vendy. L'histoire du nom. Et à l'époque, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui peignaient, qui s'intéressaient à l'art en général? Non, mais je faisais de la poésie aussi, et donc j'avais un prof qui m'a demandé d'amener mes toiles en seconde par là, dans la classe. Et donc, j'ai amené des toiles. Et quel était le regard des il y a autres? Quelques-uns qui s'intéressaient, forcément, mais pas tous. Mais bon, voilà. Mais il y en a encore aujourd'hui qui s'en souviennent. Ils s'en souviennent de cette époque. Oui. Qui se souviennent de cette époque où j'étais déjà dans la peinture. Voilà. C'est marrant parce que moi, à cette époque,
Je faisais pas de peinture, je faisais de la sculpture. Je sculptais dans le bois. Oui, oui. Et dans la forêt à côté de chez moi, et je prenais des rondins de bois, des bouts de bois, pas trop lourds, des petits bouts de bois, et je sculptais beaucoup de bateaux. Oui. Donc ça nous ramène au Havre. Je sculptais beaucoup de bateaux et je mettais ça dans la baignoire et ça flottait. Ah oui, J'étais content. Ça tenait droit et ça flottait. Voilà. Et puis après, bon, ça passait, quoi. Non, j'avais des copains à l'époque, dont un à l'époque qui m'a assez marqué, c'était Patrick Laburte-Tollerat. C'était un gars qui était assez écrivain, qui écrivait beaucoup. Et qui était un ami de Glucksmann. Ah, Glucksmann, oui. André Glucksmann. Oui, oui, le père. C'était un ami voilà, voilà. Et donc, Le père de Glucksmann il m'encourageait dans la peinture. Il m'encourageait. D'ailleurs, j'ai fait un bouquin où il m'a fait un texte. Voilà, il m'a fait un texte d'accompagnement parce qu'il avait été un de ceux qui justement appréciait qu'on amène des œuvres et qu'on en parle. Est-ce que vous peignez avec la musique? Est-ce que vous mettez de la musique en peignant? J'ai beaucoup peint avec les Beatles, mais bon, et avec d'autres musiques. Hein. Mais là maintenant, non. Moi, non, plus maintenant. J'ai plus besoin de les entendre, je me les chante tout seul. On a pris les morceaux. On répète des morceaux dans sa tête. Et en littérature? En littérature, moi je suis plutôt philosophie, moi beaucoup philosophie, philosophie orientale évidemment, et puis toutes les philosophies au monde. Voilà, je peux en citer des dizaines, hein, voilà. D'accord. Lao-Tzu? Lao-Tzu, oui, bien sûr. Le vieux jeune, ça veut dire en chinois. Le vieux jeune. Donc c'était tout un programme. Mais ça, c'est tout un programme, là. Oui, c'est la base de la Chine. C'est qu'en fait, on est toujours reliés. Alors là, on touche la physique, parce que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui sur l'origine du monde. Mais l'origine du monde, chez les Chinois, le mot origine, c'est le début et la fin. Et donc, nous sommes tout de suite l'origine de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ouais, moment T. Voilà. Au moment T, on est l'origine et on est encore l'origine. Ça, c'est Lao Tzu, le vieux jeune. Le vieux jeune. Et donc là, tous les philosophes ont touché à ça. Nietzsche. Le premier, c'est sûrement Nietzsche, hein, qui était Schopenhauer. Ainsi parlait Zarathustra. Oui, il a parlé de beaucoup de tout ça. Schopenhauer. Schopenhauer. Le monde comme volonté et représentation. Ça, c'est de la haute philosophie asiatique, intégrée à l'Allemagne. Parce que Hölderlin, tous ces gens-là, Schelling, Hegel, Kant, tous ces gens-là sont imprégnés de la Grèce. Et la Grèce est imprégnée. Parce qu'il faut penser que ce qui s'est passé à l'époque de la Grèce en 500 avant Jésus-Christ est à peu près symétrique à ce qui s'est passé en Chine. C'est-à-dire Lao Tzu, Confucius, etc. Et donc on a Héraclite. Voilà. C'est la même chose transposée dans deux pays différents. Et donc on travaille sur les mêmes choses. Et est-ce qu'à l'époque, ces personnes auraient pu se rencontrer par rapport Ils auraient peut-être pu. Il y a eu sûrement des relations entre Asiates et... On peut dire quoi? On peut dire les Grecs. Il faut dire qu'Alexandre le Grand a été jusqu'au Pakistan. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Ça, c'est l'histoire, mais bon... On parle de l'Europe comme si on était tout seul sur Terre. Mais non, l'Europe, c'est une ouverture au monde. Voilà. L'Europe fait partie de la planète Terre. Hein. Voilà. Il n'y a pas... Il n'y a pas que l'Europe qui existe. Non, il y a eu des migrations permanentes, il y a eu des interpénétrations de cultures. Les Gaulois ont été jusqu'en Judée. Donc les gens bougeaient beaucoup. Oui, bien sûr. À cheval, tout le temps. Évidemment, à cheval. Bah, oui, cheval. Et c'était... Il n'y a pas les transports maintenant. Hein. Il y a toujours eu des gens intéressés par la relation au monde et qui étaient ouverts. Voilà. Léonard de Vinci a bien travaillé... Marco Polo, le Vénitien. Oui. Je crois qu'il a été très loin, vers la Chine. Hein, voilà. C'était des gens qui n'hésitaient pas, les commerçants, etc. Et puis la Renaissance, l'époque de la Renaissance, c'était une ouverture aussi au monde. Hein, voilà, c'était ça. Hein. En fait, l'art, depuis
bon, ce qu'on connaît dans les grottes, Lascaux, la grotte de Chauvet, déjà à l'époque, je trouve que d'après ce qu'on connaît, hein, d'après ce qu'on voit, c'était quand même assez fabuleux, quoi. Hein. Oui. Il y avait beaucoup la relation. C'était bien représenté, quoi. Au cosmique aussi. Oui, puis il représentait ce qui existait, quoi. Le monde dans lequel il vivait. Parce que l'art, c'est de représenter. Est-ce que c'est de représenter dans le monde dans lequel on vit, dans l'époque dans laquelle on vit? Moi, je pense que les forces. C'était les impressionnistes qui disaient ça. Les forces sont toujours les mêmes, en fait. Voilà. C'est aussi ce que disent les Chinois. Les forces sont toujours les mêmes. Nous sommes, et ça, c'est Jung, le grand Jung, que j'aime beaucoup. Carl Gustav Jung. Carl Gustav, qui dit ce sont des archétypes. Donc toi, moi, nous sommes des archétypes. Nous sommes des archétypes vivants. C'est-à-dire que nous portons des forces. Des forces qui viennent aussi des animaux, qui viennent aussi du monde, de la nature, des plantes, des arbres, etc. Nous portons ça. Donc c'est un ensemble. Oui, nous sommes dans cette relation. Ce que les gens ne savent pas beaucoup, finalement, c'est qu'ils ne sont pas seulement de la technologie. Hein, manger et dormir, non, ils ne sont pas que ça. Ouais. Ils sont aussi des forces. Ça, j'aime beaucoup ça. Et dans la peinture, on trouve ça, les forces des couleurs, les forces des formes, les forces. Moi, je trouve, dans la peinture, d'accord, mais là où il y a la force de la vie, c'est dans le dessin. Quand on dessine dehors, dans des gens, des bâtiments, on se rend compte vraiment. Par exemple, vous dessinez des bâtiments en extérieur, on se rend compte de la force de l'architecte, quoi. Enfin, des gens qui ont construit ça. Ça nous élève. Mais même un arbre. Hein. Même un arbre, bien sûr. La nature, c'est fabuleux, quoi. Oui, non, mais c'est... Nature. J'ai peint... ma dernière toile, c'est un bouquet de roses. Je suis obligé de le faire parce que c'était... Bouquet de roses. Oui, c'est tellement beau. Ah oui. Ma femme m'amène. Mais c'est pas évident à faire. Hein. Mais oui, c'est pas évident. Pas évident à peindre une rose. Non, hein. c'est pas du tout facile. Pas facile. Hein. Mais c'est tellement magnifique que ça donne envie de rentrer en relation. Et je pense que quand on le fait, ça nourrit vraiment d'être en relation avec ça. Mais même celui qui vient de mourir, Hockney a fait un parcours dans la nature. Voilà, c'était un. Alors il a fait son parcours dans les années 60 avec les piscines. Hein. Oui, mais beaucoup la nature. Et puis après, la nature de l'Arizona. Oui, il a fait plein de choses intéressantes. Hein, il a fait plusieurs séries sur l'Arizona. La relation justement de la géométrie, de la couleur, avec la nature. Ça, c'est très intéressant. Je préfère ça à d'autres, que je ne citerai pas, qui sont assez monogames. Donc J'en dirai pas plus. Mais je trouve que il faut pas être monogame. Il faut être bigame, trigame, sexygame. Non, c'est-à-dire que pas loin, là. au moins les éléments, quoi. Les éléments, c'est-à-dire l'eau, le ciel, la terre, le feu, etc. Tout ça, c'est dans les éléments. Les archétypes sont des éléments. Ce sont des éléments. Donc, revenons à l'exposition, ça représente 80 ans de création artistique entre Claude, Yves et Diane. Il y a 80 ans de création artistique, c'est intéressant quand même. 80 années, oui, mais c'est vrai que c'est difficile de faire une exposition. Qui c'est qui a eu l'idée de cette exposition ? En sélectionnant, c'est très difficile. Et qui c'est qui a eu l'idée ? Il faudrait des lieux, il faudrait des maîtres d'exposition qui décident de mettre vraiment des choses très sélectionnées, qui montrent tel. Par exemple, quand je disais qu'il y avait des séries de ci, séries de ça, séries. Mon père, c'est des séries graphiques et puis moins graphiques, etc. Et plus colorées à d'autres moments. Donc, il faudrait vraiment un commissaire d'expo qui soit capable de gérer cette historicité de la création. Moi, par exemple, j'ai eu des séries jaunes, rouges, violettes, etc., oranges. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de regrouper. Voilà, c'est ça l'art d'un commissaire d'exposition. Et qui a eu l'idée de cette exposition ? C'est moi. Bah oui. Et c'est venu comment, cette idée suite à la rue qu'on a inaugurée. Ah oui, qu'on a dit par tout à l'heure. C'est un peu la... Et pourquoi pas faire une exposition collective, familiale, quoi. Oui, une exposition familiale. C'est ça. Ouais, c'est bien, ouais. C'est ça. Donc, et vous avez encore beaucoup d'œuvres de votre père, en fait ? Oui, j'en ai pas mal, oui. Ouais, pour faire une exposition, il faut quand même quelques-unes. Oui, j'en ai quelques-unes, mais le choix est difficile.
D'accord, d'accord. Voilà, mais on a fait ce qu'on a pu, voilà, j'espère que ça sera à la hauteur. Je viendrai voir. Je pense que je serai dans la région avec grand On peut plaisir. dire à tous ceux qui vont venir voir Claude Monet de venir voir cette exposition. Alors dites-le. Alors là, l'exposition de Claude Monet, c'est au MUMA. C'est au MUMA, oui. Et donc c'est tout l'été, quoi. Oui, jusqu'à la rentrée, oui. Donc il faut aller Alors voir. c'est les débuts de Monet, c'est surtout les débuts de Monet. Donc voilà. Et donc nous, c'est du début, mais sans insister trop sur l'historicité, c'est du début Donc des années 50, à l'abbaye de Montivilliers. Oui. Donc du 4 juillet. Ça commence le 4, oui. Ça commence Donc c'est bientôt, là, c'est dans quelques jours. Jusqu'au 30 dans 4 août. jours. Jusqu'au 30 août. Voilà. Jusqu'au 30 août. Voilà. 4 juillet au 30 août. Voilà. Toute l'exposition en même temps que Monet, quoi, en fait. Oui, quasiment, oui. Donc allez voir absolument cette exposition. Donc il y a un clin d'œil à Monet. De la famille. 100 ans après sa mort. La famille Guéniou. La famille Guéniou, voilà. Allez voir cette exposition. Vous allez voir Claude Monet et vous allez voir la famille Guéniou. Vous allez voir que la famille Guéniou et après Claude Monet. C'est à vous de choisir. C'est quand même magnifique d'avoir. Vous pouvez faire l'aller-retour entre les deux. C'est quand même magnifique d'avoir deux grandes expositions comme ça au Havre. Vous êtes soutenu par la ville. Un petit peu, oui, quand même. Oui. Ils ont aidé à l'élaboration du livre. Voilà, ils ont aidé ça, oui. Alors la ville du Havre, la ville de Sainte-Adresse aussi, donc qui m'a soutenu aussi. Et puis, évidemment, on va vendre les livres dans le cadre de l'exposition et dans les librairies du Havre. D'accord. Bah oui, parce que le livre, il est fait pour laisser une trace, justement, de cette rencontre. Voilà. Alors, chers auditeurs, je voudrais vous faire un communiqué de presse pour une exposition qui aura lieu du 13 au 26 juillet 2026. Vernissage le 13 à 16h au Carré de la Farine à Versailles. Exposition organisée par Artec. Sur l'amitié France-Japon. On parlait de l'Asie, voilà. On parlait des Nabis. Voilà. Donc ça continue. Ça continue. On y est toujours. On y est. Donc au Carré de la Farine à Versailles, amitié France-Japon organisée par Artec du 13 au 26 juillet 2026 et le vernissage c'est le 13 juillet à 16h. Voilà. Donc c'est bientôt, dans 13 jours. Oui, ça passe. Le temps passe vite, il faut. Voilà. Des journées. Il faut profiter des petits moments qu'on nous donne. Oui. Donc, vous attendez beaucoup de spectateurs. Si le plus possible. Beaucoup de visiteurs. Le plus possible. Le plus possible. De gens intéressés, de gens qui retrouvent. Dans le Havre, il y a déjà des. Oui, c'est déjà visité comme en tant que monument déjà historique. L'abbaye, c'est déjà. L'abbaye est déjà visitée en tant. Voilà, oui. C'est déjà un beau lieu qui a d'ailleurs été géré par Diane de Poitiers. Ma fille s'appelle Diane. Donc je me permets de dire que. de faire résonner l'histoire. L'histoire, c'était la Renaissance. C'était Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, oui, bien sûr. C'était François Ier. Oui, François Ier, créateur du Havre. Et donc, il y a une résonance... Qui est enterré en Amboise, non Annette. D'accord. Le château d'Annette. D'accord. Non, Amboise, c'est Léonard de Vinci. Amboise, c'est Léonard. C'est Léonard de Vinci. C'est Léonard qui est mort. C'est Léonard de Vinci. C'est François Ier qui a demandé à Léonard de Vinci de venir, c'est ça Oui. Qui a fait le Clou Lucé. Oui, c'est ça. Amboise. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ça, Léonard de Vinci, qui est né 500 ans avant moi. Avant toi aussi, d'ailleurs. C'était hier. 1452. Et non, mais j'aime beaucoup les cycles. Moi, j'aime beaucoup les cycles. Donc, la Renaissance, 1452. C'était aussi un. Moi, 1952. Ouais. C'était aussi un génie, quand même. C'est sûr. Léonard de Vinci. On ne peut pas passer à côté. Vous êtes allé au Clou Lucé ? Oui, j'y étais. Oui. C'est assez fabuleux, quand même. Oui, non, mais François Ier, c'est quelqu'un qui a été très important pour l'art en France. C'est-à-dire qu'il a amené les peintres italiens à Fontainebleau. Et donc, il faut visiter le château de Fontainebleau. Il y a le prix Matisse. D'ailleurs, j'ai un texte parce que moi, j'ai créé en 1977, de manière très confiante en la France.
j'ai créé l'école de Fontainebleau du XXe siècle. Ah bon? Et donc, C'est-à-dire on voulait, nous, les artistes figuratifs dont j'ai cité les noms tout à l'heure, on voulait refaire démarrer la peinture française. Voilà. Et donc, on a été soutenu par Louis Pauwels à l'époque, Louis Pauwels qui nous a fait la préface d'une exposition. Et on a eu même un article dans le Figaro Magazine de l'époque. Et donc, c'était l'école de Fontainebleau. Pourquoi? Bon, j'étais jeune, j'avais 24 ans, 25 ans. J'étais très, très imprégné par, justement, cette relation avec la Renaissance d'Italie. Et donc, c'est François Ier qui a été, au fond, l'école française, la première école française de peinture, c'était des Italiens importés par François Ier. Et donc, il fréquentait beaucoup Diane de Poitiers, qui était à peu près née au même moment que lui. Ils avaient le même âge à peu près. Et donc, cette abbaye était gérée, pour en revenir à l'abbaye était gérée par... C'était des terres gérées par des généalogies royales, entre guillemets, puisque Diane de Poitiers était quand même... elle habitait Chenonceau aussi, comme Catherine de Médicis. Et donc, c'est toute une époque, Léonard de Vinci, l'abbaye de Montivilliers. Montivilliers, oui. On est toujours dans les mêmes choses. Il y a des choses qui sont bien implantées en France. Il y a des choses de fond. C'est des espèces de choses. Mais l'art avait une... À cette époque, est-ce que l'art n'était pas beaucoup plus reconnu que maintenant? En tout cas, par les rois. Par les élites. Par les dirigeants, par les élites. Par les élites royales. Mais le goût de l'Italie, François Ier avait ce goût italien pour la peinture, que nous, en France, on n'avait pas forcément. Il y avait les Flamands aussi. On avait le goût des cathédrales, on avait le goût du dur, du lourd. Mais le goût de la peinture, probablement moins que les Italiens. Et il y avait aussi l'architecture. Oui. L'architecture italienne aussi, qui était... Beaucoup, oui. Non, mais ça, moi, je connais mal toute cette histoire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour la peinture, François Ier a été... Donc, nous avions créé cette école de Fontainebleau qui, malheureusement, n'a pas eu beaucoup de suite, vu le contexte historique dans lequel on a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la France, c'était quelque chose de Mais en formidable. fait, le but, c'est d'y croire. Oui, moi, j'y crois toujours. Même encore maintenant. Oui, je crois qu'on peut... Toujours cette même passion. On a un goût, en France, on a un goût artistique. Il suffit simplement de pousser un petit peu. Il n'y a pas que la BD, il n'y a pas que les mangas. Il n'y a pas que l'art de rue, comme vous disiez, tu disais, l'art de rue. Street art, il n'y a pas que ça. Il faut défendre l'art en général. Bien sûr, l'art dans la rue, ça a un sens, parce il n'y a pas que ça. Ça fait regarder effectivement des choses. Bien sûr. Mais le goût personnel, pas dans la rue, pas dans les mangas, pas dans des histoires, pas dans des BD, qui sont des histoires quand même. L'art, c'est autre chose que ça. Pour moi, c'est autre chose que ça. C'est une dimension verticale. C'est philosophique. Avec les archétypes, avec l'arithmétique, les nombres, j'en reviens toujours à Aristote, Pythagore et compagnie, mais la relation des êtres avec les forces. Un triangle, un carré, un losange, une pyramide. Une sphère. Tous ces éléments. Un organisme humain... Mais nous sommes faits de ça. C'est que ça, c'est une sphère... Nous sommes faits de ça. Et donc cette relation, quand je suis dans le métro à Paris, je regarde les gens, je dis, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont dans les mains? Moi, je me pose la même question. Encore ce matin, je me la suis posée. Ouais. Je me pose les mêmes questions. Et je me dis, c'est dommage qu'ils subissent la vie plutôt qu'ils la vivent vraiment. Qu'ils la regardent. Qu'ils vivent ces forces-là, ces forces formidables. Oui, et les artistes sont là pour rappeler ça. C'est pour ça qu'il faut les encourager. C'est vraiment... Enfin bon... Heureusement, il y a encore quelques musiciens, il y a encore Paul McCartney. Enfin, je dis ça, on parle de ses idoles. Les artistes sont là. Les artistes, et puis les grands artistes, Bach et tous ceux qui ont fait de la grande musique. Bach, Mahler, et d'autres. La musique, c'est
c'est aussi un domaine... Chopin, Chopin. Debussy, Oui, mais Prokofiev, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, ouais. et aussi les musiciens de l'époque de Louis XIV. Il y avait... alors, qui a... Lully, un Lully. Italien. Lully, oui. un Italien, oui. et puis d'autres, j'ai la mémoire à cet âge-là, n'est-ce pas toutes ces... Mozart, c'est à l'époque-là? Ah oui, c'est un peu après. Un peu après. Hein. Après, c'est 1700, mais oui, Ouais. c'est pas loin, oui, c'est pas loin. C'est quand même des génies, ces gens-là. 50, 60, oui. Moi, j'ai eu l'occasion de voir à Varsovie. Je vais assez souvent à Varsovie. J'ai eu l'occasion. Alors, est-ce que c'est l'original ou pas? Ça, bon, ils disent que c'est l'original, mais des partitions de Chopin, écrites par Chopin. Ouais. Et en fait, c'est écrit à la plume. Hein. C'est pas les partitions qu'on achète. C'est des traits faits à la main, les portées faits à la main, et puis les notes de musique, les de fa, les de sol, écrits à la plume. Mais alors, j'ai l'impression qu'il a écrit ça très vite, quoi. Il n'a pas... Il y a une réflexion, mais une telle pratique de son instrument, et puis une telle réflexion intellectuelle qu'il a dû écrire ça d'une manière souple et très vite, quoi. Ouais, je pense. Hein. Tout est dans la main. C'est un peu comme le dessin. Tout est dans la main, le jeu de la main. Oui, mais c'est quand même la tête qui gouverne. Hein. Le jeu de la main et la tête qui gouvernent les formes, les courbes, les rythmes, etc. Il faut savoir se servir des mains. Quand les gens aujourd'hui n'écrivent plus, par exemple, ils font des SMS. On imprime. On imprime, on copie. Alors que le fait d'utiliser sa main pour avoir une écriture, c'est extraordinaire. Quand on utilise sa main pour écrire, si on veut écrire un texte, on utilise sa main on prend un stylo ou un crayon, et en fait, on rentre dans le texte. On comprend beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux. Moi, j'écris beaucoup, Voilà, on comprend beaucoup mieux le sens du texte. Oui. Les syntaxes, les mots, ça nous oblige à regarder aussi dans le dictionnaire, de revoir haute aussi. Revoir les mots, oui. Et puis après, les communiquer. Là, dans le bouquin que j'ai fait, il y a des textes de moi sur mon père. Alors, montrez-moi un peu le livre, parce que regardez ce beau portrait. C'est la série. Qui a fait ce portrait? Ça, c'est un autoportrait de mon père. Ah oui, magnifique. Mon père avec son violoncelle. Montrez voir un peu mieux. Vous voyez. Ça, c'est ma mère. Les Devoirs du soir, ça s'appelle ça. C'est une toile des années 60. Ça, c'est votre père qui a fait la... Oui, c'est mon père. Ça, c'est la plage du Havre. Voilà, la plage du Havre. Voilà, ces grandes toiles qui seront à l'expo. Hein, voilà. Ça, c'est le paysage de Corrèze, parce que ma mère était corrézienne. Donc, de quel coin? À côté d'Argentat. Buja, alors. Buja, Argentat. Oui, c'est dans le coin. Je connais, ouais. Oui, Argentat, oui. Ça, c'est les monts. Les monnaies d'hier. Oui, le plateau des 1000 vaches. Voilà. Mon père par moi. Mon père et moi. Et ensuite, autoportrait, voilà, mon autoportrait, voilà, et ainsi de suite. Voilà, vous avez... Donc, chers auditeurs, allez voir l'exposition de la famille Guéniou à l'abbaye de Montivilliers, du 4 juillet au 30 août, c'est ça? C'est ça. Et les heures d'ouverture? On n'a pas parlé. 14h, 18h. C'est bien. Midi, 18h, enfin 14h, oui. Wow. Vous avez des petits restaurants à côté de l'abbaye, vous pouvez, voilà. Moi, je me doute que... On peut manger un petit morceau, puis venir, voilà. D'accord. Ok. Alors, ces toiles seront présentes. Bon, dans ce qu'on a vu, c'est présent. Ce sera présent à l'exposition. Oui. Et puis, il y aura... qui sera présent à l'exposition? J'y serai souvent, oui, avec ma femme. Voilà. Ah, parce qu'il y a des visiteurs qui vont vouloir des explications. Oui, et puis on sera là pour que les gens achètent le bouquin, et on dédicacera. Voilà. D'accord. Pour faire de la transmission. Le mot-clé de notre expo, c'est transmission et métamorphose. Donc voilà. On va écouter un titre de Paul McCartney, non? Avec plaisir. Avec plaisir. Parce que c'est quand même fétiche. C'est un auteur fétiche. Oui, compositeur. Ça, je suis très proche de McCartney. Malheureusement, je n'ai pas rencontré personnellement, mais... Ah, ça aurait été mon rêve. Ouais, on va passer un message. Yves Guéniou veut rencontrer Paul McCartney. Et pourquoi pas? Mais Vendy, alors il y a une petite anecdote.
parce que je suis ami avec un journaliste de rock and folk, D'accord. Jérôme Soligny. Ouais. Et donc, j'ai fait un bouquin il y a presque 40 ans sur moi. Et donc, oui, c'était un bouquin conceptuel, on va dire, avec des textes. Et donc, ce livre a été transmis à Paul McCartney Ah bon? par Jérôme Soligny. Et il a fait un tube 2 ans après, Ouais. où il cite des mots-clés de mes textes. Pas vrai. Et donc, voilà, j'ai une petite idée comme quoi Il a peut-être lu- qu'il il a, a- il l'a lu. Il a peut-être lu mon bouquin. Bah oui. Donc on va écouter un titre. Ça de s'appelle Paul My McCartney. Brave Face. My Brave Face. D'accord. Ok. Ce titre. My Boy Face. D'accord. C'est ça? Et dans cette chanson, il dit « Je suis un esprit inaccoutumé », ce qui n'est pas un mot fréquent. Et dans mon bouquin, il y a un poème sur justement l'inaccoutumé. D'accord. Donc, j'ai peut-être eu... On va le mettre. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Aujourd'hui, je reçois Yves Guignoux. Donc, thème de l'émission, Vendy, l'art en héritage. C'est passionnant, hein, parce que un livre ouvert, Yves. On sent la passion qui est toujours intacte. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai? C'est vrai, Moi, c'est ce que je ressens. faut être un peu fou pour être un artiste. Hein, donc, c'est pas la passion, c'est une forme de passion. C'est l'amour, il faut c'est être de l'amour. alors, c'est intéressant. Il faut être un peu fou pour être artiste. Mais est-ce que c'est pas le contraire qu'il faudrait dire? C'est-à-dire, il faut être un peu fou pour ne pas être artiste? On peut dire ça aussi, oui, oui. On est tous des artistes, c'est ce que me dit ma femme, on est tous des artistes, à notre oui. niveau. À notre niveau. On est tous des artistes. C'est ce que je disais en regardant les gens dans le métro. Il faut qu'ils prennent leur vie en main, il faut qu'ils en fassent quelque chose. Et donc tous essaient de le faire quelque part, ça, c'est vrai. Et je leur souhaite. Dans l'art, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a un retour. Parce que dans la vie, vous faites des choses, il n'y a pas forcément de retour. C'est-à-dire un retour? C'est-à-dire qu'il y a Le regard du spectateur? Le regard de jugement. tout ce qu'on fait dans la Jugement. vie, il faut qu'on ait des retours. Il faut qu'il y ait un retour. Et dans l'art, on a des retours. C'est le jugement des visiteurs, du spectateur? c'est déjà le plaisir d'avoir fait quelque chose qui est de soi, le retour à soi déjà. qui est bien déjà, qui vous plaît. Déjà, on peut se dire, c'est moi qui ai fait ça? La passion, ça vient du fait qu'on a un retour positif. C'est-à-dire que j'en reviens toujours au contenu de l'art, ça renvoie de l'énergie. Mais même si c'est négatif, ça renvoie. Vous la sortez de vous et ça revient Mais vers même vous. si c'est négatif, ça renvoie. Enfin, quand même, l'art triste, l'art... Non, mais si par exemple, on a un retour négatif, par exemple, on fait une œuvre, puis on dit, ouais, ça me plaît pas trop, c'est pas ci, c'est pas ça, mais ça nous permet de progresser. Oui, il y a toujours du négatif. C'est jamais négatif. Il y a toujours du négatif. Le négatif n'est jamais négatif. C'est ce jeu finalement alternatif entre un objet vivant, hein, et vous, qui fait que on est passionné. On est passionné. On est passionné. Alors l'idéal, comme disait un artiste que je connaissais, rouennais, Gaston Sébir, disait l'essentiel, c'est d'abord de se faire plaisir. Ensuite, si quelqu'un partage ce plaisir, c'est le niveau 2. Et puis le niveau 3, c'est qu'il vous paye, il vous donne un peu de sous pour que vous en refassiez d'autres. les 3 niveaux. Bien sûr. Alors là, c'est génial. Mais déjà, ce retour, je pense que les gens ont besoin tous de l'art, c'est ça, c'est trouver des retours. En fait, vous avez la chance dans votre famille, c'est que tous vous êtes artistes. Bah déjà, parce oui. Que souvent dans des familles, quel que soit l'art que l'on pratique, hein, c'est vrai. Peinture, sculpture, musique, théâtre, voilà, quel que soit l'art qu'on pratique, souvent dans les familles, il y a une personne, homme ou femme, qui fait un art. Mais il n'est pas forcément suivi par sa famille, et sa famille ne le comprend pas. Oui. Alors que moi, j'ai eu la chance... Et là, vous avez la chance, c'est que toute la famille est artiste. J'ai eu la chance que mon père me disait, il n'était pas forcément très, très complémentaire, on va dire, comment on dit. C'était l'époque, ça, c'était la génération là. Mais n'empêche qu'il me regardait avec un œil intéressé. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il regardait ce que je faisais. Donc l'enfant, il regarde, il dit « Ah, j'intéresse mon père ». Oui, j'intéresse mon père. Voilà, c'est ça. J'intéresse mon père, il s'intéresse à ce que je fais. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Et l'enfant, il le perçoit. Parce que dans les années 60, c'était l'éducation qui était comme ça pour tout le monde. Hein.
Oui. C'était Moi, après, j'avais un génération retour. après-guerre, Oui, hein, c'était oui. ça, hein, un peu. Les pères, les parents, ils aimaient leurs enfants, c'est sûr, mais ils avaient du mal parfois à exprimer leur. Oui, là, lui, non. Mais Lui, il c'était y la avait vie qui était comme ça. un petit retour. C'était pas eux, c'était la vie. Il considérait que je pouvais devenir un grand artiste. Voilà. Ça, C'est c'est fabuleux, c'est ça. extraordinaire. Quand on est porté comme ça, enfant. Mais c'est vrai que quand C'est j'ai commencé, par exceptionnel, exemple, ça. la première toile que j'ai exposée à Paris, au Salon d'automne de Paris, je l'ai faite en Corrèze, je l'ai faite l'été, et j'ai été pris et j'ai été accroché dans les salles principales du Salon d'automne. C'était un grand salon, le Salon d'automne de Paris, c'était pas n'importe quoi. Ouais. Et donc j'ai vu ma toile accrochée très bien, et cette toile-là, mon père connaissait une artiste qui avait un atelier à Paris, à côté de l'Académie Julian, là, voilà. Notre-Dame-des-Champs, c'était à Notre-Dame-des-Champs. Et la femme qu'on voyait, parce qu'on allait chez elle dans son atelier, c'était à Plot, Cantal. Ah, Plot. Plot, La Cantal, ville, voilà. La ville d'une chanteuse très connue. Oui, Je connais Sheila. bien. Oui, Sheila. Et elle s'appelait Maryse Ducaire. Et Maryse Ducaire, c'était une femme artiste qui a exposé d'ailleurs beaucoup aux États-Unis, etc., qui a exposé chez Finlay, avenue Matignon. Et donc, elle a dit, quand elle a vu cette toile, elle a dit, s'il fait ça, s'il continue comme ça... Et elle a été exposée au Salon d'automne de Alors, Paris. à Plot, dans le Donc Cantal. là, j'ai eu des retours. Parce que ça, c'est essentiel. Ouais, c'est ça. C'est essentiel. Et à Plot, dans le Essentiel. Cantal, il y a une salle d'exposition qui appartient à la commune. Vous connaissez Oh, je connais bien Plot. Très bien. Ça, c'est exceptionnel. Je connais très bien Plot. Ah bon? J'y suis allé très souvent. Pour voir Sheila? Non. Non, pas pour voir Sheila. Je sais que Sheila est de là-haut. Enfin, Elle est de là. Elle s'appelait Chancel. Chancel, oui. Oui, Annie Chancel. Annie Chancel. Hmm. Oui. Et on lui passe le bonjour. Ah, D'ailleurs, oui. bah, Oui, bien ah, sûr. oui, ah, oui, bah, Pourquoi tiens, pas oui, oui. C'était une chanteuse qui avait qui a apporté quelque chose à son public. Ah, bah, quand même, tout à hein. fait, tout à Et fait. en tout à plus, fait. c'est une très bonne aquarelliste. Hein, faut Ah, le oui. savoir. Hein. Ah, ça, je savais pas. Très bonne peintre, hein, Ah oui. Sheila. Très très bonne Faudrait qu'on aquarelliste. l'expose à Plot, alors. Bah, il y a une salle d'exposition à Plot et moi j'y suis allé il doit y avoir 2 ou 3 ans à Plot en vacances et Ouais. je suis allé dans cette salle d'exposition qui appartient à la commune, il me semble. Oui, oui, il y a une salle, effectivement. Et il y avait un peintre anglais qui exposait. Ouais. Ça a été une rencontre extraordinaire. Ah oui? Peintre anglais qui parlait bien français. Et alors, j'ai passé un bon moment avec lui. Hein. C'était quelque chose. Et ouais, il exposait dans cette salle, c'était bien. Ouais. Parce que Plot, quand on dit Plot, bon, c'est où? Ah bah oui, tout le monde ne connaît pas Plot, hein, mais bon, Ouais, c'est un pays magnifique où on voit les montagnes d'Auvergne, c'est superbe, hein, c'est superbe. Il y a Col de Néronne qui est pas loin. Oui, oui, c'est... En- Moi j'aime beaucoup, hein, c'est beaucoup ce qu'on a. ouais, il y a comment ça s'appelle la montagne de... Ah, je me rappelle plus. Puy-Marie, Le Puy-Marie. Puy-Marie, Puy-Marie, pour accéder au Puy-Marie, on peut accéder par 2 endroits, dont le Ouais. col de Néronne, exact. qui grimpe bien d'ailleurs. Vous l'avez fait en vélo, non? Ouais, j'ai fait en vélo, ouais, je connais. Donc, non, mais Plot, c'est une belle région. Oui. Donc, enfin, c'est marrant ça. Voilà. L'histoire est ancrée dans nos territoires. Et l'art permet de. Et donc cette toile et- a été faite à côté de Plot, Ah, c'est incroyable. et exposée. C'est incroyable. J'avais 19 ans à peine, 18 ans et demi, et reconnue par cette femme qui était artiste à Plot, et que je voyais avec mon père tous les étés, on allait la voir. Elle avait une académie de peinture à Notre-Dame-des-Champs, là, voilà. Et elle était connue, Et ça fait quoi? Ah bah c'était sympa. À l'époque, vous vous rappelez encore de ce que vous avez Bien ressenti? sûr que je m'en rappelle, oui. Ah bah oui, parce que quand elle m'a dit ça, ça m'a... Moi, cette toile-là, je l'avais fait au retour d'Italie, en fait. Cette toile-là, j'avais fait un retour d'Italie. J'étais très inspiré parce que j'avais vu à Florence. Oh, bah, Florence. Oui, Et donc, quand cette même. toile Je portait, comprends. elle portait tout ça, cette toile. Cette toile portait tout ça. Ça s'appelait Suzanne et les fantômes du crépuscule. Ça en dit long, hein. Ça en dit long. Dis long, ouais. Ça en dit long. C'est- Il y a Suzanne et les vieillards. Il y avait une référence à ça. Et il y avait déjà cette idée, parce que je n'étais pas du tout branché là-dessus, les fantômes du crépuscule. Ça, c'était le titre de la toile. Et ben, c'est chez les Chinois, ça a un sens phénoménal, ça. Les fantômes du crépuscule. Alors, c'est quoi le sens? Ben, en fait, les fantômes, ce sont les
les crépuscules du matin et les crépuscules du soir, chez les Chinois, sont porteurs des fantômes. C'est-à-dire les espèces de brumes. Alors, on en vient à Monet. Les brumes du matin et les brumes du soir. Ça, c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Et cette toile-là, je l'ai appelée comme ça. Il y avait d'un côté un jeune, à côté de Suzanne, un jeune, et de l'autre côté un vieux. On en revient à la haute feu. Donc j'avais 18 ans et demi. Je savais rien de tout ça. C'est incroyable. Donc ça prouve que l'esprit est en nous, l'esprit des forces. Puis il y a tout le temps une recherche perpétuelle. Et puis cette espèce de côté direct avec la nature, quoi. J'ai pondu ça C'est marrant comme ça. parce que moi je suis exactement dans la même trame. Hein. Complètement dingue. Exactement pareil. C'est fou. Alors qu'on se connaissait pas. Ah, voilà. C'est incroyable. Moi je trouve ça fou parce que a posteriori, on dit mais pourquoi t'as appelé ça comme ça? Un jeune, un vieux, quoi. Un jeune, un vieux. Alors, je savais pas du tout, même Lao Tzu, je connaissais pas du tout Lao Tzu. Et je vois cette femme. Alors on en revient à l'Égypte à ce moment-là. Hein, l'idée de la femme mate, hein, la femme qui est entre le début de la journée et la fin de la journée. C'est une divinité chez. Bah oui, chez c'est la les grande Égyptiens, la divinité, femme. c'est la grande divinité Ouais. qui supporte l'horizon, en fait, voilà. Et chez les Chinois, on a ça aussi. Qui supporte le poids de la vie. Voilà, c'est ça. Mais nous sommes tous ça, finalement. Nous sommes tous cette femme allongée, cette lune, c'est-à-dire ce côté lunaire qu'on vit. Et finalement, du matin au soir, dans les fantômes du lever, du couchant. Et alors, Monet a complètement intégré ça. Chers auditeurs, On est liés. Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre Journal des Beaux-Arts. Donc, je refais un rappel. La galerie Matignon Saint-Honoré, 34 avenue Matignon, où vous pouvez retrouver des grands peintres qui signent Dufy, Brasilier, Dominguez, et les sculptures de Joël Waterken. Joël Waterken est un grand sculpteur français qui fait des sculptures en négatif. C'est vraiment à voir. C'est un travail très intéressant et très compliqué. Donc vous pouvez voir ces sculptures à la galerie Matignon, 34 avenue Matignon, à Paris. Voilà, dans le 8e. Hein, et puis la galerie Violet, Bérangère Violet, 36 rue Jean Giraudoux à Pellevoisin. Donc je donne le numéro de téléphone, 06 84 31 53 35. 06 84 31 53 35. Où là, il y a des photos de son père Jacques Violet, qui était un très grand photographe de presse de l'époque, spécialiste dans les 24 heures du Mans et puis autres aussi. Hein, donc, voilà. Et donc, Yves, on arrive en fin d'émission. Victor Baudin, il faut passer la musique. On peut passer la musique. Victor Baudin, on peut passer la visite. On peut passer la musique, voilà. Peut-être quand même pour accompagner ma fille. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité.
Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.